Bonjour à tous mes frères et sœurs. Je remercie tous les combattants qui luttent pour qu'une Afrique nouvelle avec de nouvelles mentalités émerge. Mais j'aimerais faire une courte vidéo sur un aspect d'une mentalité que nous avons encore en tant qu'Africains, qui est justement un des grands freins à notre façon même de concevoir les choses. Beaucoup de vidéos existent sur ça. On ne va pas refaire l'histoire. Mais il faut dire une chose importante. Malgré tout ce que nous avons comme panafricanistes, il y en a qui ont dirigé des pays. Mais bizarrement, aucun n'a été capable de modifier le programme scolaire pour qu'on y mette les histoires que notre continent a vécues. La vraie histoire africaine, malgré qu'ils étaient présidents, on n'a vu généralement aucun changement dans le contenu des programmes scolaires en Afrique. C'est désolant. C'est vrai qu'on a eu des présidents qui étaient panafricanistes, nationalistes même, et anti-impérialistes, mais bizarrement, ils n'ont jamais été capables de modifier même le contenu des livres scolaires. Ils sont restés, c'est vrai, opposés à la politique européenne en Afrique, surtout la politique française dans les pays francophones, mais ils n'ont jamais été capables, pendant leur moment au pouvoir, de nous refaire le programme scolaire que je trouve est à la base de la plupart des maux que nous traversons aujourd'hui. Tant qu'on ne change pas le contenu du programme scolaire, tant qu'on ne change pas le programme scolaire que nous avons actuellement, on va toujours faire des discours, mais peu d'action. Car l'école actuelle que nous vivons ne prépare pas l'homme à l'action, mais plutôt à la rhétorique et à la théorie. Vous verrez bien que on applaudit beaucoup de gens quand ils font une thèse sur 50 pages, mais les mêmes, quand on les met en pratique dans le travail, ils échouent. L'école ne forme pas des gens pour la pratique, mais pour la théorie et le verbe. Ce qui fait que, comme nos dévanciers n'ont pas changé la donne au niveau du programme scolaire et même de la façon de faire l'école, on a continué à produire des gens qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et c'est un peu dommage pour l'Afrique. Et ça, les Blancs le savent. Ils savent que nous, les Africains, tout ce qu'on va faire, c'est parler. Agir sera très peu. Alors que vous voyez bien que les Blancs parlent peu, mais agissent beaucoup. Et par leur agissement, ils vous disent ce qu'ils font en réalité. C'est nous, on rêve trop. On est sur le cas de la Libye depuis un moment. Kadhafi était accusé de massacrer, même pas tout le peuple libyen, mais le peuple de Benghazi, une partie de la population. En quelques jours, tous les Blancs ont réussi à se mobiliser pour voter une résolution dans le but de tuer Kadhafi. Car il commettait, selon eux, des crimes contre l'humanité. Des Africains ont applaudi. Ils ont aidé à détruire Kadhafi. Après, ils viennent pleurer les larmes de crocodile. Aujourd'hui, il y a l'esclavage, qui est, pour les Blancs, comme ils le disent eux-mêmes sur le plan psychologique et moral, des crimes contre l'humanité. Mais pour se réunir à l'ONU pour prendre une résolution, ils ne peuvent pas faire. Parce qu'en fait, les Blancs n'ont jamais aboli l'esclavage. C'est nous, les Noirs, on rêve que les Blancs ont aboli l'esclavage. Donc, pour essuyer nos larmes d'esclaves depuis 1000 ans, ils disent l'esclavage est un crime contre l'humanité. Mais alors que dans leur propre pays, ils n'ont jamais aboli l'esclavage. Et quand on leur parle de l'esclavage, très souvent, ils disent des histoires anciennes, on doit oublier ça et regarder vers l'avenir. Je suis d'accord qu'on regarde vers l'avenir en oubliant le passé, à la condition que les Blancs eux-mêmes arrêtent de célébrer les autorités qui ont favorisé l'esclavage. Ce n'est pas du passé l'esclavage, puisque ça existe encore de nos jours. La preuve est que aucun homme n'est allé à l'ONU pour faire voter une résolution qui va permettre à des forces de venir en Libye
à arrêter l'esclavage. Le même gouvernement libyen aujourd'hui, les mêmes groupuscules libyens qui font l'esclavage. Si demain les mêmes groupes libyens disent maintenant aux personnes qui les ont mis au pouvoir, qui les ont armés, qui les ont financés, parce qu'il n'y a aucune fabrique d'usine en Libye. Les armes, ils les ont eu à des gens qui les fabriquent. On sait tous qui fabriquent les armes sur cette terre. Donc c'est ceux qui ont fabriqué les armes, qui les ont équipés et qui ont provoqué tout ça. Si demain, les mêmes Libyens commencent à changer de façon de penser vis-à-vis de ceux qui les ont armés, ils vont venir les sauter de là en disant maintenant qu'ils font des crimes contre l'humanité. Pas contre les Noirs. Ils vont trouver que ce n'est pas démocratique d'être dans un groupe de rebelles et de prendre la population en otage. Donc il faut passer à des élections démocratiques. Ils vont maintenant venir les déloger parce que les intérêts que ceux-ci défendent pour eux, ils ne font plus. Donc arrêtons de rêver. Moi, sur cette terre, je ne connais aucun blanc qui aime un noir. Le blanc, il aime le noir par l'intérêt qu'il a envers le noir. Une fois d'ailleurs ce qu'il veut du noir, il se casse. Ceux qui disent que j'ai un blanc qui est ami, bon, ils me font souvent rire. Je vois qu'ils ne connaissent pas le blanc. Le blanc ne connaît pas le sens de l'amitié. Ils n'ont même pas la notion de la famille. Ils n'ont pas cette notion. Donc, ils n'ont pas la notion de vivre ensemble. Ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça qu'ils sont forcés de se tenir aux lois. Seules les lois les forcent à vivre ensemble. C'est des sauvages, en gros. Donc, tant qu'ils n'ont pas des lois, ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est de la jungle pour eux. Donc, eux, ils ne traitent pas avec les gens sur ce plan humanitaire. Donc, dès qu'on parle du principe qu'aucun blanc n'est ami à aucune personne sur cette terre, en ce moment, dans nos écoles, on doit enseigner aux enfants comment se comporter vis-à-vis des blancs quand ils sont en négociation avec eux. Cette fierté de venir s'asseoir à une table et de prendre le blanc comme son égal et même supérieur à lui est conditionnée par l'étude que tu fais avant. L'Égypte est un pays, est un royaume qui a nourri le monde pendant très longtemps. Parce que Abraham est venu chercher la nourriture pour une famine qu'il avait dans sa zone. Et Jacob et ses enfants sont venus aussi pour les mêmes problèmes de pénurie alimentaire. Or, l'écart entre les deux est très long. Ce qui veut dire que l'Égypte a resté pendant très longtemps le grenier du monde. C'est en Afrique ici. On ne nous a pas apporté en ce moment des livres révélés. C'est-à-dire que Abraham, avec sa religion, n'est jamais venu en Afrique pour nous convertir. Non, jamais il l'a fait. Les Juifs nous ont venus convertir les Africains avec une armée pour convertir les Africains. Les chrétiens sont venus avec leur religion, venant d'Israël, et dès qu'ils sont arrivés en Afrique, tout d'un coup, on devient un pays où la famine commence à exister, où on ne mange plus, où on ne fait plus rien. De travailleurs à être capable de nourrir le monde, on est passé à mendiant. Ce moment de passage de producteur, de grenier du monde à mendiant du monde, je crois, est ce qui doit être le plus étudié en Afrique, en histoire, pour comprendre qu'est-ce qui est à la base de notre changement radical du statut de grenier du monde à mendiant du monde. L'Égypte était forte parce qu'elle était le grenier du monde. Nous, on n'a toujours pas compris jusqu'à présent. Les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées sur la Terre comme on le pense en fait. Mais la plus puissante des armes qui nous tient, ce n'est pas les armes nucléaires, c'est l'arme alimentaire. Quand tu dois importer 80% de ta nourriture de l'extérieur, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, on t'affame. Et quand tu es affamé, on sait ce qui se passe après. La première bataille que doivent chercher à gagner les Africains, c'est l'autosuffisance alimentaire. Toute bataille avant est vouée à l'échec. Oui, c'est vrai. Tu sors du CFA, je suis d'accord. Tu crées ta monnaie que tu appelles même le Cori, je suis d'accord. Mais si ton Cori ne doit être utilisé que d'acheter du riz sur le marché chinois ou taïwanais ou thaïlandais, à quoi ça sert de fabriquer de l'argent pour aller acheter du riz? En ce moment, tu ne produis pas la richesse qui soutient ton argent. Puisque tu peux créer ton argent en déposant dans un compte au FMI, si tu le veux, ou créer ta propre banque centrale où tu stockes tes lingots d'or.
qui peut soutenir donc les paiements que tu vas faire sur le marché mondial en déposant une partie sur FMI comme garantie pour ta monnaie vis-à-vis d'une monnaie du panier qui est soit le dollar, le yen, la livre sterling et la monnaie chinoise. Et ce sont les 4 monnaies qui sont supposées être utilisées pour le droit de tirage spécial fait par le FMI depuis 69 ou 73, c'est même plus quand. C'est pour dire que nous, les Africains, on n'a pas compris le chemin qu'il faut suivre jusqu'à présent pour atteindre certaines choses de notre vie que nous revendiquons aujourd'hui. On peut sortir du CFA. Notre problème n'est pas une affaire de CFA ou non CFA. Notre problème immédiat est, quand on sort du CFA et qu'on nous met sous embargo alimentaire, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous-mêmes, on n'est même pas capable de produire ce qui nous nourrit. Un embargo, tu es vite tombé. Ça, c'est un cas qui est pratique et je vais expliquer en prenant le cas du Zimbabwe qui nous occupe tant. On a beaucoup parlé sur la réforme agraire. Beaucoup n'ont pas lu souvent les dossiers les secrets du dossier. Mugabe, quand il a fait répartir les terres, il y a des Noirs qui ont eu de grandes terres. Il y en a qui ont de petites terres. Ces Noirs qui ont eu ces grandes terres, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Comme je l'ai dit, on refuse de travailler et on veut être bien. Ils ont commencé à rappeler des Blancs qui avaient perdu des grandes portions de terre pour leur passer leurs terres pour que ces Blancs y travaillent pendant qu'eux ils dorment. Quand Mugabe a appris ça, ces Blancs ont violé les accords de Lancaster House. Donc, la plupart ont été chassés de ces terres-là. C'est ce qu'ils disent, on nous a chassés des terres. Non. Ce sont des terres qui étaient revenues aux Noirs, à des communautés, donc de grandes terres. Comme eux, ils ont reçu travailler les terres, ils ont redemandé à des Blancs de venir travailler la terre pour eux pendant qu'eux, ils dorment. Mugabe leur a dit, je vous reprends ces terres parce que vous ne pouvez pas travailler. Ce n'est pas le but de la réforme agraire. La réforme agraire est de vous mettre au travail. Je ne peux donc pas accepter que vous recevez des terres pour travailler, vous allez dormir et que les Blancs viennent travailler. À quoi a donc servi notre lutte pour la libération du continent africain s'il faut encore remettre les terres aux Blancs pour travailler pour nous? Voilà où la colère de Mugabe est sortie, ça fait des réformes agraires. Sinon, la crise de l'aliment au Zimbabwe n'est pas liée à la réforme agraire. Je suis désolé de le dire. C'est lié aux sécheresses de 2008-2009 jusqu'en 2012. Maintenant, ça va un peu mieux. Tout le monde le sait. On accuse Mugabe de tous les noms de dictateurs. Mais bon, ceux qui ne savent pas, c'est eux qui disent, puisqu'ils font la même rhétorique que les journalistes européens. Donc, on comprend bien que Mugabe avait déjà compris tout le chemin qu'on doit utiliser pour arriver à une vraie indépendance. Nous, on veut qu'un pays se développe en 35 ans, alors que les pays sont censés vivre des milliers d'années. Bon. Il a fait 37 ans, n'a rien fait. C'est ce que chacun dit. Mais Mugabe a construit 17 universités dans son pays en 35 ans. Dans les pays africains, ici, qui ont 60 ans d'indépendance, n'ont pas encore construit 4 universités. Vous comprenez? Mais pourquoi il s'est beaucoup plus accentué sur l'éducation? Simplement parce qu'il sait que s'il n'a pas les têtes pensantes demain, le pays sera bradé à l'extérieur. Parce que quand il y aura des entreprises pour faire les travaux, il n'y aura pas l'expertise locale pour effectuer les travaux. Donc, avant d'exploiter le sous-sol, il faut d'abord former les gens. C'est des étapes. C'est pour ça que Mugabe, il est dans ce processus. Donc, il ne voulait pas laisser le pays à quelqu'un qui va brader le pays à l'Occident. C'est pour ça qu'il n'a pas encore choisi de successeur qu'à présent. Bon, il y a eu un coup d'État qui l'a enlevé. Et on voit d'ailleurs les séquelles du coup d'État. Déjà, le FMI est déjà présent au Zimbabwe pour les aider à faire la démocratie. Une banque qui aide à faire la démocratie. On comprend tout donc le sens du coup d'État. Ceci étant, c'est pour dire que on doit arrêter de pleurnicher en Afrique et d'attribuer nos malheurs à notre conversion aux religions importées. Je ne trouve pas que ces religions importées ont une grande influence sur notre être. Sankara était un chrétien qui allait à l'église, la famille est devenue curé. Mais Sankara a vécu en africain, malgré qu'il était chrétien. C'est pour dire qu'on peut être chrétien ou musulman et vivre africain. Le débat est comment chacun met sa relation avec la religion qu'il pratique. C'est tout. Tu peux être musulman et être africain si tu as compris le sens du Coran. Tu peux être chrétien et africain si tu as compris le sens de la Bible. Parce que cette histoire de malédiction de Noé sur ses enfants, c'est du pipeau. Mais seuls peuvent croire que ceux qui justement n'ont pas une étude dans leur esprit élevé pour comprendre que c'est du pipeau.
Il suffit d'avoir un peu d'intelligence pour comprendre que Noé n'a même pas maudit son enfant pour être esclave de ses frères. C'était impossible en fait. Il n'a pas besoin d'être arrivé loin dans les études religieuses pour comprendre. C'est vrai, c'est écrit. C'est pas ce qui est écrit qui est le problème. C'est toi, quelle est ta relation à ce qui est écrit qui est le problème. Donc, c'est pour dire à nos frères et sœurs, c'est vrai que la religion a joué un grand truc dans notre façon de penser, mais l'école a joué 99% de notre façon de penser que la religion. Parce qu'à l'école, très souvent, l'histoire que nous apprenons n'est pas la nôtre. Et ça, ce n'est pas du fait de la religion, ça, c'est du fait du système scolaire. Et on a eu des panafricanistes au pouvoir qui n'ont jamais été capables de changer ce programme scolaire pour dire non, ce qu'on a écrit est faux, on doit recorriger nos livres scolaires. Je ne crois pas que la France va te mettre sous embargo si tu dis que je vais inclure dans mon programme scolaire le massacre de Thiaroye qui a eu lieu l'année du 30 novembre au 1er décembre 1944. Il y a des films dessus, il y a des écrits dessus, donc ce n'est même plus une histoire de comment appelle, de métropole à colonie. La mentalité que nous avons comme mentalité coloniale n'est pas issue de la religion, mais de l'école. Et nous, on a fait l'amalgame de tout. C'est l'école, dans sa version actuelle, occidentalisée, qui est notre ennemi numéro 1 dans la formation des esprits des Africains, et non la religion. Parce que Sankara a montré qu'il était chrétien, mais il était africain, nationaliste. Lumumba aussi a montré la même chose. La preuve, Sankara qui avait un prénom chrétien était plus africain que Mobutu qui a dit il faut enlever les noms chrétiens qui nous enlèvent notre identité pour prendre des identités locales alors qu'il n'a pas d'aucun africain. Vous voyez comment le parallèle est. Lui qui a gardé son prénom chrétien, Thomas, lui, il a vécu en africain, on était fiers de lui. Jusqu'à présent, on est toujours fiers de lui. Mais lui qui a dit non, que les noms ne sont pas nos noms et que ça nous enlève une identité, il faut revenir à nos sources, mais on n'est pas revenu aux vraies sources. On n'a pas fait le voyage intérieur en nous. Mais malgré ça, je ne crois pas qu'à l'école au Zaïre, on ait dit aux enfants les massacres qu'a effectué le roi Léopold II. On a continué à toujours faire croire que l'Occident était l'Eldorado. Nos frères vont dans la Méditerranée mourir dans la Méditerranée. C'est dommage. Parce qu'en fait, ils pensent que tout est en Europe. Si tout est en Europe, pourquoi ils viennent se battre chez nous pour occuper des territoires pour vivre? Ça veut donc dire que ça est chez nous. C'est vrai. Il y a des dirigeants que nous disons être corrompus à la sorte de la France. C'est une vraie chose. Mais il faut qu'on accepte nous-mêmes nos propres sacrifices. Les Français ne peuvent pas imposer un président si le peuple n'est pas d'accord. C'est parce que le peuple est d'accord qu'ils arrivent à imposer des présidents. C'est tout. Actuellement, voilà, en Côte d'Ivoire, on a mis au pouvoir quelqu'un qui est pro-français à 1000%. On sait qu'il va partir en 2020. C'est ce que chacun se dit. Mais on sait aussi que celui qu'on veut mettre après lui, il est même plus pro-français que lui. On le sait, mais on le soutient. Après, on va venir faire des marches partout pour dire qu'il est vendu à la France. Mais on le sait. Que ceux qui se battent pour être au pouvoir, il n'y a aucun qui n'est pas vendu à la France. On le sait très bien. Donc, d'où viendront les pleurs après 2020? Après 2020, ça sera pire qu'avant 2020. On le sait très bien, nous-mêmes aussi. Les Ivoiriens le savent. Et il y a des gens qui peuvent voter, qui peuvent faire bien pour la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas leur problème. Parce que l'école ne leur a pas appris à analyser et à pouvoir séparer les mauvais grains des bons grains. Donc, quand quelqu'un vient avec des discours démagogiques, comme je donne un travail à tous les jeunes, bon, ils applaudissent et ils vont le voter. On maintient les jeunes dans le chômage pour les mieux contrôler comme du bétail. Quand tu travailles, tu gagnes la dignité. Tu commences à devenir un homme qui réfléchit. Tu es pour toi-même quelqu'un de bien. Donc, tu commences à analyser. Souvent, tu ne vas pas aux réunions politiques, tu ne vas pas au rassemblement, parce qu'il n'y a pas ton intérêt dedans. Donc, tu commences à raisonner, à éduquer les gens. Mais quand tu es dans le chômage et que tu vis au jour le jour comme un mendiant, tu t'accroches à tout ce qui est espoir pour toi, pour avoir à manger chaque jour. Donc, tu es plus facile à être manipulé pour des élections que celui qui fait du boulot et qui est digne, qui est digne comme être humain. C'est pour ça qu'on refuse. C'est pour ça qu'on refuse
de vous donner du travail. Sinon, en Côte d'Ivoire, par exemple, on peut donner du travail à 30% des jeunes chaque année quand ils sortent de l'université et créer un programme qui peut les faire auto-employer pour le reste. Mais si on le fait, on aura affaire à un groupe de personnes tellement indépendantes du système qu'on aura du mal à leur faire passer nos mensonges et nos propos démagogiques. Donc l'idéal est de les maintenir dans la pauvreté pour pouvoir les mieux contrôler au moment des joutes électorales. Parfois, des régions de Côte d'Ivoire reçoivent ou bien font une cérémonie de soutien au président qui leur coûte 40 millions, 50 millions, pour juste dire en quelques heures là, on soutient le président qui est au pouvoir. Et les mêmes 40 millions pouvaient servir à financer des circuits de commerce de l'anacarde ou des circuits de transformation de la pomme d'anacarde ou de l'arachide en huile d'arachide ou des grains de coton en huile de consommation pour la cuisine. Avec 40 millions, on peut installer 5 jeunes. Et ces 5 jeunes pouvaient employer permanemment 3 personnes. Donc, on avait déjà 4 fois 5 groupes de jeunes. Ça fait déjà 20 personnes qu'on a employées déjà dans ce programme. Donc, on prend cet argent. On appelle les mêmes jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, qui ont des projets, pour venir s'asseoir sous une bâche pour dire qu'ils soutiennent un président à quelques années de son mandat qui finit, parce qu'il a fait une promesse de travail il y a 10 ans qu'il n'a pas pu tenir. Donc, on doit le soutenir pour qu'il ait notre mandat pour pouvoir faire en 3 ans ce qu'il n'a pas fait depuis 10 ans. Quand tu vois que tu applaudis à ce genre de cinéma, ce n'est pas ta faute. C'est l'école qui t'a mis dans cette situation de mentalité où tu acceptes même les plus grands mensonges comme vérité. Donc, tout ce qu'on va te dire qui vient de l'extérieur, tu deviens, en fait, l'école te transforme en poubelle. Nos systèmes éducatifs actuels, hérités de la colonisation, qui n'ont jamais été transformés, qui n'ont jamais été adaptés aux réalités de l'Afrique, nous transforment en poubelle. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est le cri de cœur que je lance pour que chacun se lève et exige qu'on change, on réforme en profondeur le système scolaire que nous avons pour que nous produisons des personnes qui savent s'asseoir et parler d'égal à égal avec les autres êtres humains sur la terre. C'est là qu'on gagne sa vraie dignité, c'est là qu'on gagne sa vraie indépendance. Ça viendra avec le temps, si Dieu le veut. Merci.